Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une historiette. Ce coup-ci, le titre de l'historiette va être Montespan et l'ours des cavernes. Je commence le conte en vous expliquant un peu d'abord où l'on se trouve. Le nom de Montespan vous évoque d'abord, sans aucun doute, une célèbre marquise qui réchauffa le cœur et le corps du roi Soleil lui-même, Louis XIV. Mais c'est aussi une petite commune située à proximité de celle de Saint-Gaudens, dans le département de la Haute-Garonne. Ces maisons, groupées autour de leur église, se serrent au sommet d'une colline adossée au soleil d'été notamment. À quelques dizaines de mètres, cette colline est couronnée d'un château fort, le château des marquis de Montespan. Ce château a longtemps été en ruine, mais est perdu dans la broussaille. Actuellement, il est nettoyé, en partie restauré pour ce qui menaçait de s'effondrer, et il est ouvert à la visite touristique gratuite, je crois. Bon. Si le château est connu, si la commune est connue, la grotte l'est beaucoup moins, et cela vaut mieux d'ailleurs. Elle s'ouvre en face du village, très modestement et au nord. Cette grotte a été creusée par une rivière à travers une barrière rocheuse, une barrière de collines, et la rivière traverse de part en part cette colline entre deux communes, dont celle de Montespan. L'autre, c'est Gentis. Depuis bien longtemps, il reste de l'antique rivière un ruisseau, un ruisseau, qui surgit à l'air libre par une modeste ouverture surbaissée. Depuis très longtemps aussi, l'homme était rentré. Peut-être par une autre entrée que celle que l'on connaît aujourd'hui. À une époque proche, la grotte était aussi connue sur une dizaine de mètres jusqu'à un siphon qui avait dissuadé les aventuriers des derniers siècles écoulés. Un siphon, c'est un endroit où le plafond rejoint la voûte. Où le plafond rejoint l'eau. L'eau, donc, arrive au niveau de la voûte. Donc on ne peut pas passer, où il faut plonger, à ses risques et périls. La formule est très vraie. Voilà. Et c'est là que nous entrons dans l'action de Norbert Castoré. C'est par une belle journée des vacances d'été de 1922, en juillet, que le jeune Norbert Castoré repoussa ici les limites de la connaissance, essentiellement préhistorique. Le voici arrivé, avec sa bicyclette, au bout plutôt d'une soixantaine de mètres de ce fameux siphon dont je viens de vous parler. Imaginez-vous, à la lueur d'un faible éclairage, des bougies, face à cette eau noire, ténébreuse, totalement obscure, sous laquelle plonge la voûte.
L'explorateur, en solitaire, il faut bien le souligner, Novacateur a dit qu'il y avait un monde entre l'exploration solitaire et l'exploration à deux. Ça se comprend, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont connu ça. L'explorateur éteint sa bougie, l'arrange avec d'autres, ainsi que des allumettes, dans un bonnet de natation en caoutchouc, et ferme celui-ci de la manière la plus étanche qu'il peut. Puis, au déchet fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux, hein, voilà. Eh bien, ayant pris son souffle, bien, je rappelle que Norbert Castoret avait été le fils d'un instituteur d'une commune qui s'appelle Saint-Martory, et que son père tenait à éduquer ses deux fils par des bains prolongés dans la Garonne qui passe là, et hiver compris. Il n'y a pas que les petits, il n'y avait pas que les petits enfants japonais qui courent dans la neige avec juste une petite culotte là, qui marchent dans la neige et dans le froid. Voyez-vous, en France aussi, l'éducation, c'était avant 14-18, l'éducation était rude. On ne vivait pas dans du coton. Voilà. La chance, reprenons le récit, la bonne fortune fait au bout de quelques distances, Norbert Castoret réapparaît à l'air libre, dans l'obscurité totale. Le verrou liquide s'est refermé derrière lui, bien sûr. Là, il sort de l'eau et à tâtons, il remonte sur une petite plage argileuse. Là, il ouvre son bonnet de bain, en sort une bougie, craque une première allumette qui ne marche pas, puis une deuxième, une troisième, et ça finit par s'enflammer. La petite lueur dansante de la flamme éclaire salvatrice, éclaire devant lui le ruisseau qui continue à l'intérieur de la montagne entre deux berges argileuses, le ruisseau étant en contrebas des berges. L'exploration en solitaire, je dis, sous terre est très impressionnante. Pendant plusieurs heures, Norbert Castoret remontera le ruisseau, tantôt dans l'eau, tantôt sur les berges, et parfois sur des étages supérieurs, élevés, enfin 7 ou 8 mètres ou 10 mètres, décorés de somptueuses concrétions. Cela eût été très intéressant de traverser ainsi la colline et de ressortir au soleil d'été. Mais cette satisfaction lui fut refusée. Norbert Castoret se heurta à un terminus où le ruisseau sourd sous des voûtes trop étroites pour l'homme. Impossible de passer. Il fut obligé de revenir par le même chemin, de refranchir le siphon. Lorsqu'il parvint enfin au porche surbaissé de l'entrée, le jour finissait. Oui, parce que il n'y a pas loin de 3 km à faire sous terre, et 3 km on les fait en plusieurs heures, hein, sous terre. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Et l'odeur des genévriers et des buis embaumait l'air rafraîchi de la soirée. Le bilan de cette première exploration était largement satisfaisant du point de vue de la découverte et de la spéléologie sportive. Mais, il avait aussi livré un détail curieux. Ouais, curieux. Sur une corniche rocheuse, l'explorateur avait trouvé une molaire de bison.
à cet endroit, vous m'avez bien entendu, une molaire de bison. À cet endroit, seule la main de l'homme pouvait l'avoir déposée. C'est là le point intéressant. Ce détail pouvait inciter Norbert Casteret à revenir prochainement. Mais les préoccupations journalières font souvent que, même en 1922 déjà, que l'on retarde longtemps un projet. Ce n'est que plus d'une année plus tard, en 1923, que Norbert Casteret revient à la grotte de Montespan. Il est accompagné d'un jeune ami de 17 ans. Les voilà tous les deux face au siphon. L'été 1923 connaît une sécheresse sévère et le siphon est désamorcé. Autrement dit, on peut passer sans risque. C'est donc un peu plus confortablement, car il faut quand même se mettre à l'eau, qui n'est pas très chaude, hein, autour de 8 degrés à peu près. Car c'est un peu plus confortablement qu'ils le franchissent, mais tout de même immergé jusqu'au-dessous des yeux. Oui, il ne faut pas croire qu'il était totalement désamorcé. Voilà. Ce jour-là, ils vont faire une des plus grandes découvertes de l'archéologie préhistorique souterraine. Puisqu'ils sont deux, ils sont plus rassurés, forcément. Ils prennent tout le temps d'explorer. Sur la gauche, à un certain endroit, où la berge domine nettement le ruisseau, ils remarquent une galerie. Une galerie. Celle-ci serpente sur 200 mètres et son sol est tapissé d'argile. On peut s'y promener debout aisément. C'est un ancien affluent de l'antique rivière, mais à sec depuis des temps reculés. Ils en auront bientôt la preuve. L'un derrière l'autre, pieds nus, les voilà qui parcourent la galerie jusqu'à son extrémité, pour se mettre finalement à plat ventre et se heurter à un rétrécissement infranchissable, bouché par l'argile. Ils reviennent un peu en arrière et s'arrêtent là où ils peuvent se redresser, car vers la fin, le plafond est plus bas, dans une sorte de rotonde. Norbert Casteret se rapproche d'une paroi et fouille l'argile sous le regard amusé et désabusé un peu de son jeune ami. À quoi bon rester dans ce réduit sans intérêt manifeste? Et c'est là que vient la découverte. Oui. Tout à coup, dans une motte d'argile, Casteret remarque un petit caillou qu'il nettoie fébrilement pour s'exclamer tout à coup « Un silex !» Ça alors, un silex. Déjà à cette époque, on avait remarqué que la plupart des œuvres préhistoriques ne se trouvaient pas aux entrées des grottes, mais presque toujours au plus profond d'elles-mêmes. À la lueur vacillante de leurs torches, les hommes s'aventuraient silencieusement, marchaient pieds nus de galerie en galerie, poussés par d'insondables croyances à réaliser leurs œuvres dans les profondeurs des ténèbres. Ici, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, les ancêtres des cavernes sont vraisemblablement rentrés. Norbert Casteret se redresse, il se met à inspecter les parois à la recherche de gravures. À la faible lumière de la bougie, c'est un verre luisant, dans les ténèbres épaisses, je cite Norbert Casteret, le verre luisant,
il tombe tout à coup en arrêt. Devant lui se tient, tout à coup là. C'est tout juste s'il n'a pas failli se heurter. Donc il tombe tout à coup en arrêt devant un ours. Un ours. À vrai dire, une statue d'ours. C'est l'exclamation qui fuse. Un ours! La bougie éclaire en effet une statue d'argile, grandeur nature, d'un ours allongé. Il n'y manque que la tête, sans doute trop difficile à modeler dans l'argile, mais un crâne d'ours des cavernes devait la remplacer. Et d'ailleurs, quand Norbert Castoret a découvert, ce crâne se trouvait à terre, devant le poitrail. Voilà. A signaler aussi que la statue est criblée de trous. Cela atteste sans doute du fait que, avant de partir à la chasse à l'ours, nos ancêtres se procédaient à un rite de nature chamanique. Ils tuaient l'ours en effigie, ce qui devait contraindre la réalité par la suite. C'est-à-dire, ils devaient tuer l'ours. Voilà. Alors les deux explorateurs, les pupilles dilatées par l'obscurité, se lancent à la découverte d'autres vestiges des âges révolus, comme dit Norbert Castoret. Des âges révolus. Il s'en suivra une heure mémorable, au cours de laquelle les deux jeunes hommes vont aller de découverte en découverte, des dessins, des gravures, des emblèmes mystérieux, des chevaux en relief posés sur le sol, et les statues de deux grands lions aussi, sur le sol aussi, et bien sûr l'ours. Ce sont surtout les statues et les modelages en argile qui constituent la particularité de Montespan. On dénote aussi un profil humain, la tête ronde, le nez fort, l'œil rond et la barbe courte. Également deux variétés de chevaux, l'une à forte crinière et l'autre plutôt glabre. Voilà, en peu de mots, en peu de temps, cette découverte extraordinaire. La nouvelle sensationnelle, fut diffusée dans toute la France, l'Europe, puis le monde. La photo des deux explorateurs fit la une des journaux avec le titre « Les plus vieilles statues du monde ». C'est vrai que ça remonte à peu près, je crois, à 16 000 ans, mais donc c'est très très vieux pour des statues. Voilà. Des sommités scientifiques vinrent visiter la grotte, troquant le haut de forme pour le simple maillot de bain dans l'eau glacée. J'en profite pour raconter que j'étais une fois dans cette grotte et j'avais amené des amis, deux amis, et il y en a un qui, en trempant le doigt de pied dans l'eau, l'a retiré très rapidement en disant, en criant « Aïe, ça mord !» C'était le froid. Entre 8 et 37 degrés, il y a une différence. Donc voilà, on a pu voir des sommités, parce qu'à l'époque, ça n'a pas tellement changé, mais en tout cas, ceux qui sont les spécialistes d'une discipline sont des sommités, et on a rarement l'occasion de les voir en simple maillot de bain sous terre.
D'ailleurs, plus tard, dans une autre vidéo, je vous conterai l'une des plus pittoresques de ces visites que j'ai intitulée le maillot de bain de Montespan. C'est sans, sans présomption aucune. Il n'y a pas de grande découverte là. C'est Norbert Restaurer a amené sur place des scientifiques internationaux. Et au sujet d'une dame anglaise, il s'est passé un petit événement rigolo pour l'époque. Voilà. Bien. Cela dit, vous êtes au courant maintenant de cette découverte. Eh bien, pour les plus jeunes qui rêvent et les moins jeunes, eh bien, ils pourront raconter à leur tour cette découverte des plus vieilles statues du monde. Ceci étant dit, je vous dis au revoir et à bientôt. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.